Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. Suite à la vidéo à propos de Spearhead parue récemment sur la chaîne, je vous propose un petit complément en abordant les hantes-nuits et le style de jeu que j'en ai compris au travers d'un bref tactica. Par l'empereur, c'est parti! Je me dois d'abord d'introduire cette vidéo en rappelant que je ne suis pas un gros joueur du format Spearhead, et que mes propos sont à prendre pour ce qu'ils sont. Mon avis sur la manière de jouer la Spearhead des hantes-nuits, que je trouve la plus efficace après une bonne dizaine de parties. Ce guide présente les grandes lignes sous forme d'une tendance à suivre, plutôt qu'un tutoriel décérébré expliquant étape par étape comment devenir le champion du quartier, car chaque partie se déroule différemment. Et j'ai des griefs envers les champions de quartier. Il faut savoir une chose à propos des hantes-nuits. Ils font peur à l'adversaire. Si sa peur des fantômes est cocasse, sachez qu'il tient probablement son préjugé de la vie des gens sur internet. Ça c'est pété, ça c'est pété, ça c'est pété, Ça c'est pété. Avis probablement antérieur à la première mise à jour qui a corrigé les aberrations de l'index. Aberrations qui ne concernaient donc pas le format Spearhead. Le ressenti rapporté par les joueurs est que c'est une armée plutôt fiable et régulière dans ses résultats, mais qui se situe en milieu de tableau. Elle possède ses points forts et ses points faibles. Votre immense point faible est que vos armes sont en caoutchouc. La Spearhead des hantes-nuits ne fait pas de dégâts. Vous aurez le plus grand mal à submerger les unités de grouillot de votre adversaire. Ces unités d'élite tomberont à l'usure et à la chance, et n'essayez même pas de vous en prendre au plus gros monstre. Vous n'y arriverez pas avant la fin de la partie. Fort heureusement pour vous, il n'y a que 2 tactiques de bataille qui demandent de détruire des unités. Toutes les autres se concentrent sur votre capacité à prendre un objectif, un bâtiment ou un bord de table. Et une chose à laquelle vous avez du répondant. Toutes vos unités se déplacent de 8 pouces. Toutes vos unités peuvent traverser les figurines et les bâtiments grâce à la règle vol. Toutes vos unités ignorent la perforation des attaques ennemies grâce à la règle éthérée. Toutes vos unités disposent d'une protection à 6+. Et toutes ces unités, à la fois rapides et en mesure d'encaisser beaucoup d'attaques, représentent un très grand nombre de figurines, capables alors de couvrir une large superficie afin de capturer les objectifs et remplir les tactiques de bataille. En outre, vous allez porter le combat chez l'ennemi. Non pas pour lui détruire ses unités comme on l'a vu, mais pour les engluer. Il aura le plus grand mal à vous renvoyer à la tombe afin de passer le seuil requis pour reprendre un objectif contesté. Autre point important et trop souvent négligé, repliez-vous. Si votre unité a perdu le contrôle de l'objectif et est bloquée dans un corps à corps, il peut être très intéressant de la faire se replier pour capturer un autre objectif, notamment en passant derrière la ligne adverse. Toute ressource qu'il devra engager pour le reprendre l'éloignera de la ligne de front et encore plus de vos lignes arrière, vous faisant remporter la guerre de mouvement. En bref, vous devez le plus rapidement possible immobiliser votre adversaire chez lui, et compter sur le nombre limité de rounds pour engranger autant de points de victoire que possible avant d'être décimé. De plus, en chargeant, vous aurez des chances, certes relativement faibles, de donner la frappe en dernier à un adversaire, ce qui est toujours bon à prendre, même si ce n'est pas structurant. La mise en place de ce plan de jeu débute dès le premier jet de dés. Contrairement à ce qui pourrait être attendu d'un joueur vis-à-vis de la mécanique du double tour, vous voulez prendre l'initiative au premier round. En étant attaquant, ce choix vous reviendra. En tant que défenseur, vous devrez hautement favoriser de jouer sur le plateau de Giran et le déploiement en diagonale. Ce dernier offre une ligne de déploiement contre-intuitivement plus courte, qui vous permettra de complètement fermer le passage à votre adversaire grâce à votre nombre. Et les péripéties de Giran sont axées sur le contrôle du champ de bataille. Capturer des éléments de terrain, immobiliser un adversaire, ou régénérer des points de vie sont des événements dont l'adversaire aura souvent plus de mal à tirer profit que vous. Au niveau du déploiement, je vous enjoins à utiliser votre grand élément de terrain, de manière à réduire, voire fermer l'accès de votre objectif le plus en retrait. Prenez la mesure des plus petits socles de figurines non volantes de votre adversaire, et laissez cet espace, auquel vous soustrayez 1 mm entre le terrain et le bord de table court adjacent,
en lui montrant bien la dite mesure afin de ne pas avoir de situation litigieuse plus tard. Usez de votre petit élément de terrain pour gêner un éventuel déplacement de votre adversaire entre deux objectifs de votre territoire, afin de le décourager à s'isoler pour prendre l'un d'eux. Couplé à l'empreinte au sol très vaste de vos unités, il pourrait s'avérer bien plus impactant que vous ne l'imaginiez au cours de la partie, même s'il n'a pas d'emplacement efficace par défaut. Ce sera à vous d'en tirer profit au bon moment. Il est possible d'estimer le niveau de connaissance de votre adversaire lorsqu'il place ses propres éléments de terrain. Comme vous les franchissez sans encombre et ne disposez pas d'armes de tir, il sera le seul à être gêné par leur présence. Aussi, s'il les place de manière à être le moins embêté dans ses mouvements, attendez-vous à ce qu'il sache jouer contre votre armée. S'il est alors le joueur attaquant, il est probable qu'il prenne l'initiative au premier round afin de vous charger et de porter le combat dans vos lignes. Auquel cas, il vous faudra déployer vos unités plus en retrait et croiser les doigts pour que ces charges échouent. S'il décide finalement de vous laisser commencer, votre mouvement de 8 pouces compensera partiellement sa décision. En parlant de déploiement, il sera de bon ton de placer au centre de votre ligne les 2 unités de Raclechêne et les 2 unités de faucheurs Morneman sur leurs ailes respectives. Au centre, derrière les Raclechênes, le chevalier des Suaires accompagné de ses nuées d'esprit seront aptes à rejoindre le flanc faible de votre adversaire et de tenter une percée. Nous allons maintenant passer en revue les unités dont vous disposez. Les Raclechênes sont le noyau mou de votre armée. Ils sont cependant suffisamment endurants pour empêtrer votre adversaire s'il les prend à la légère, et suffisamment fragiles pour se faire balayer si ce dernier y met les moyens. Si vous parvenez dès le premier tour à bloquer votre adversaire chez lui, il sera poussé à s'en débarrasser, ce qui vous permettra de les faire revenir en unité de renfort. Et c'est exactement ce que vous voulez, ce le plus tôt possible, afin de disposer du maximum de figurines à envoyer mourir sur votre adversaire avant la fin du 4e round. Il est fréquent qu'un adversaire qui se débarrasse enfin de vos Raclechênes dans ses lignes voit ces derniers revenir et reprendre un de vos objectifs en débordant l'unité qu'il a envoyée pour le capturer. Les faucheurs Morneman peuvent sembler plus costauds que leurs petits homologues, et vous pourriez être tenté de les envoyer contre les unités adverses populeuses pour profiter de leurs règles spéciales. Malheureusement, ils sont plus fragiles qu'ils en ont l'air, et n'impactent pas suffisamment fort pour faire une réelle différence au combat. Le meilleur usage que j'en ai trouvé est de les envoyer derrière la ligne adverse pour capturer un objectif délaissé. Pour cela, ils peuvent rester légèrement en retrait pour faire une course en volant par-dessus les obstacles lors du tour suivant, ou encore engager ou se laisser engager pour ensuite faire un repli en direction du dit objectif adverse, laissant les Raclechênes se mettre à portée d'engagement de l'unité qu'ils auront fui grâce à leur mouvement de consolidation durant la phase de combat, la verrouillant ainsi au corps à corps. Je ne compte plus le nombre de parties gagnées grâce à un ultime survivant, faucheur Morneman, qui fait des va-et-vient pour scorer un maximum de points, mon adversaire n'ayant pas l'envie ou la capacité d'y allouer des ressources. Les nuées d'esprit ont pour rôle d'escorter votre général. Outre lui conférer une protection à 4+, et s'assurer qu'il soit un héros gardé, leur capacité d'encaissement en fait une vraie saloperie. Si la quantité d'attaque fait plus de jets de dés que de mal, ils ont une efficacité similaire, voire supérieure dans la durée aux Raclechênes. Leur grand socle permet aussi d'interdire une large zone du champ de bataille à l'adversaire, qui sera coincé entre vos portées d'engagement et les éléments de terrain. Le chevalier des Suaires est un général un peu nul, qui ne brille ni par ses dégâts, ni par sa capacité à encaisser. Il fait suffisamment d'attaques cependant pour renforcer un flanc déjà gagnant et vous libérer de la pression adverse. Il encaisse suffisamment bien grâce à son escorte pour se permettre de venir en mêlée. Sa compétence améliorant la protection d'une unité devra être utilisée judicieusement. Plutôt sur les nuées d'esprit si vous êtes en plein duel, sur une unité de Raclechêne qui doit encaisser les attaques d'un ennemi plus longtemps, ou sur une unité de faucheurs Morneman lors de leur périlleuse manœuvre de combat, repli, capture. Gardez en tête que le chevalier des Suaires peut tout à fait se replier pour capturer un objectif de lui-même, comme le feraient les faucheurs Morneman, laissant son escorte retenir l'ennemi au corps à corps.
Concernant les optimisations, elles sont au nombre de 4. Le fil de l'ombre vous confère crit mortel. Si de prime abord l'amélioration est forte, votre général ne fait pas suffisamment d'attaques et pas suffisamment de dégâts pour faire une réelle différence par rapport au crit blesse auto, dont les avantages seraient perdus. L'anneau du feu de l'âme est également une fausse bonne idée. Nous l'avons vu, le chevalier des suaires n'est pas un combattant de première catégorie. Il lui arrivera souvent de ne rien tuer pour déclencher l'effet de l'anneau. En outre, n'ayant que 5 points de vie, il ne lui resterait qu'une dangereuse et étroite fenêtre pour s'en servir, quelque part entre sa pleine santé et sa 2e mort. Le fanal de Nagashizar est une option intéressante, vous permettant de relever au mieux 2 raclechênes, 2 faucheurs morneman et une nuée d'esprit. Il est mon choix par défaut, même si son usage sera rarement optimal. Relever un raclechêne peut s'avérer contre-productif en début de partie, et si votre adversaire ignore vos nuées d'esprit alors que ce sont elles que vous souhaitez le plus relever, l'usage unique de cette optimisation verra son efficacité réduite. Enfin, Drapé d'ombre va rendre votre général plus difficile à abattre dans un corps à corps multiple, et doublement plus résistant si votre adversaire dispose d'au moins 2 unités de tir. Toute ressource partiellement allouée à la destruction de votre général est une ressource allouée en moins sur le reste de votre armée. C'est un choix envisageable selon ce que vous affrontez, et il vous poussera à l'exposer, lui et son escorte, comme une simple unité sacrifiable, que votre adversaire ne pourra cependant pas ignorer. Concernant l'aptitude de régiment, vous avez 2 options. Rôdeur de la mort permet de désigner une unité ennemie déployée, et pour le reste de la partie, les attaques de toute votre armée gagnent un bonus de perforation quand elles la ciblent. C'est très croustillant sur le papier, mais va en réalité dépendre grandement de la spearhead de votre adversaire. S'il possède une unité qui est à la fois moyennement endurante et parfaitement indispensable dans son plan de jeu, elle peut valoir le coup pour lui en priver. Dans tout autre cas, je lui préfère le cœur de terreur, qui appliquera un malus à la touche pour les attaques ciblant vos unités, un tour où elles ont chargé. Comme vous planifiez déjà de charger et d'encaisser un maximum, elle s'accorde parfaitement à votre plan de jeu, et rend moins dangereuse la manœuvre de combat-repli-capture de vos faucheurs morneman. Enfin, gardez en tête que ces quelques conseils peuvent être amenés à évoluer avec le cadre des règles, et que votre plaisir de jeu outrepasse ma manière de jouer. Voilà qui conclut cette communication astropathique. N'incluant pas Spearhead à mes pratiques de jeu courantes et n'ayant pas l'intention de multiplier les projets d'armée dans ce format comme certains, ce Tactica est à considérer comme un one-shot. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.